Alors, on va tester ce micro-cravate là, il marche ou pas? Non, hein? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Est-ce que ça marche là, le micro? Non? Là? Toujours rien? Et pourtant, on m'a donné ce truc, on m'a dit, vous y allez, vous appuyez sur on et ça marche. Ah bah attends, ça va pas ça. Est-ce que ça marche là? Non, rien, hein? Oh, peut-être, j'ai un petit voyant là. Là, c'est mieux? Non, toujours rien, hein? Bah, écoute, pas bien, pas bien, pas bien. Ok, donc je vais devoir me mettre comme ça, c'est bien ça. D'accord, ok, bon. Ok, bon, bah, est-ce que tout le monde a passé un bon été? Ouais, un peu mitigé. Qui a bossé dur pendant l'été? Qui avait un boulot? Ah, et presque tout le monde, c'est énorme ça. Donc, heureusement que vous êtes revenus, comme ça on va s'amuser avec la microbiologie. Ah, ça va être du repos pour vous. Ok, donc, alors, donc j'avais mis ça pour petit peu d'échauffement, juste pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, les bactéries ont un génome en ADN double brin circulaire. Oui, c'est vrai, un chromosome ADN double brin circulaire. Taille entre 1 et 10 nanomètres. Faux. 1 et 10 micromètres. D'accord? Il ne faut pas se confondre des échelles. 1 nanomètre, c'est vraiment tout petit. D'accord? Une bicouche lipidique a une épaisseur de 7 nanomètres, par exemple. Donc une bactérie, c'est 1000 fois plus grand que ça. Les bactéries n'ont pas de ribosome, c'est faux. Effectivement, très peu de monde s'est fait avoir avec cette question-là. Mais les bactéries n'ont pas de mitochondrie, ça c'est vrai. Donc, pas vraiment d'organites à l'intérieur du cytosol de la cellule bactérienne. Et donc ça, c'était juste quelques rappels sur la cellule bactérienne. Et avec ce petit échauffement, on va passer par ce que vous allez faire dans le module de bactériologie. Donc, le semestre dernier, en L1, vous avez eu l'introduction à la microbiologie. On vous a un peu présenté les différents types de micro-organismes, bactéries, protistes, moisissures microscopiques et virus. Et là, en L2, on va se focaliser sur les bactéries uniquement. Et on va passer 20 heures de CM, 9 heures de TD et 11 heures de TP déclinées en 3 séances, 4 heures, 3 heures et 4 heures. Alors, en ce qui concerne les ressources sur Madoc, nous sommes en train de les mettre sur les pages Madoc parce que c'est la première année que l'on a ces cours de bactériologie. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en commun avec les cours de microbiologie L2 de l'année dernière et des années précédentes, mais tout n'est pas pareil. Donc si vous êtes redoublant, il y a des nouvelles choses dans le module cette année. Et c'est pour ça que on met un peu de temps à mettre des ressources sur Madoc. Donc on est en train de les poster au fur et à mesure qu'on les crée et qu'on les valide. Donc,
Bonjour Madoc, ça va venir. Pour les préparations au TP, avant c'était un peu l'enseignement à distance, c'était quelque chose qu'il fallait faire, mais on gardera quand même des vidéos, des clips vidéo à regarder en amont des TP parce qu'on voit quelqu'un en train de démontrer les différentes techniques que vous allez pratiquer dans le laboratoire. Donc bien sûr, on va vous montrer sur place physiquement, mais regarder une fois sur la vidéo, une fois en vrai, c'est mieux. Personnellement, moi, je vais enregistrer mes cours et les mettre sur ma superbe chaîne YouTube avec quelque chose comme 200 abonnés. Merci. Et donc comme ça, bon, bah, tout le monde pourra revisionner à souhait. Pour l'évaluation, on reste sur quelque chose qui est basé 60% sur l'examen écrit à la fin du semestre ou en janvier et 40% en compte rendu de TP et une épreuve CC sur table qui sera à la fin du semestre. Alors pour la suite en microbiologie, si vous appréciez ce module, vous avez deux modules en licence 3, donc en semestre 5, on aura un demi-module virologie et mycologie qui est comme cette UE, une UE fondamentale. Donc tout le monde suivra l'UE de virologie, mycologie, c'est juste 20 heures. Et en E6, il y aura une UE au choix pour lequel on se demande si on devrait changer le nom, mais pour l'instant, il s'appelle microbes et maladies. Donc c'est différents types de micro-organismes pathogènes et également le microbiome qui a une influence aussi sur la santé. Donc c'est très microbiologie santé, le module en semestre 6. Alors, donc ça c'est pour notre UE et aussi une chose qui est toujours très très bien, c'est, au moins moi je suis un fan des manuels parce que si vous trouvez que quelque chose qui est expliqué en cours n'est pas très clair, le prof, on n'entendait pas ce qu'il disait ou même si on l'entendait, il était totalement incompréhensible, bon, ça peut m'arriver, je l'admets. Mais on trouve la majorité de ce que l'on va présenter en cours dans les textes classiques de microbiologie qui sont dans la BU. Donc j'encourage un peu tout le monde d'aller jeter un coup d'œil sur les ouvrages qui sont à la BU. Donc vous allez devoir vous battre pour les 5 ou 6 exemplaires dont nous disposons, mais ça existe quand même. Perry, je ne suis pas sûr qu'on l'a. Je pense qu'on a plutôt le microbiologie de notre auteur, de Brock. Quelques ressources que je recommande en ligne ici, ces liens sont toujours actifs et marchent. Certains pour un peu des manuels en ligne et d'autres un petit peu pour votre intérêt personnel. Ce qui est le cas pour le blog ici. Là, c'était quelques courts articles sur l'intérêt général en microbiologie. Alors, une autre chose que j'ai essayé de faire, c'est avec un peu la réorganisation des cours cette année, c'est d'indiquer la correspondance du matériel qui est présenté dans le cours et où est-ce qu'on trouve l'information équivalente dans les ouvrages à la BU. Donc, je suis allé regarder la semaine dernière. Donc, en tout cas, pour mes cours, j'ai indiqué les chapitres dans Prescott et dans l'ouvrage de microbiologie de Brock, qui sont tous les deux à la BU. Dans quel chapitre on trouve l'information que j'ai mis dans le cours. Donc, par moment, je vais au-delà de ce qu'il y a dans ces ouvrages et donc vous ne trouverez pas tout, forcément, mais vous trouverez l'essentiel. Pour les cours de M. Delava, François Delava, qui va vous faire des cours sur les cycles biogéochimiques et la taxinomie
en bactériologie, et Madame Moratou qui va vous faire régulation d'expression, génétique, microbiote et bactéries pathogènes. J'ai fait la correspondance avec les chapitres des ouvrages aussi bien que je pouvais faire. D'accord? Donc je vous garantis pas que tout ce qu'ils vont mettre dans leur cours se trouveront dans ces ouvrages. Et effectivement, en microbiote humain, il est très peu traité dans l'ouvrage de Prescott, par exemple. Donc je pense que Madame Morato vous donnera plus d'informations que ce que l'on trouve dans les ouvrages. Ok, donc ça c'est notre programme et spécifiquement axé sur des bactéries. Donc ce que je vous propose de faire, donc c'est moi qui vais être avec vous pour les 5 premiers cours. Je vais passer aujourd'hui, c'est sur les structures de la cellule bactérienne. Ça risque de dépasser un petit peu, donc je pense que ça va être un cours et demi sur structure de la cellule bactérienne et peut-être un cours et demi sur nutrition, croissance et influence de l'environnement, et 2 cours de métabolisme que nous allons tous adorer. D'accord, donc c'est ça notre programme. Alors pourquoi on va dédier l'ensemble de notre UE aux bactéries? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez les bactéries? Et les bactéries sont vraiment des objets biologiques très très intéressants parce que elles sont partout. La plupart du temps, on les ignore mais complètement, sauf quand on tombe malade. Mais partout dans le monde du vivant, dans n'importe quel environnement, si on cherche, on trouve les bactéries qui sont capables de vivre là-bas, même dans les environnements les plus extrêmes sur la planète. Et elles peuvent vivre et croître dans ces environnements extrêmes, car elles peuvent vivre sur tout. Donc, ok, on connaît bien les plantes qui se nourrissent de la lumière du soleil, on comprend bien des animaux, on a besoin d'une source de carbone organique. Et les bactéries, elles ont plus de capacité à retirer de l'énergie métabolique à partir de sources qu'on trouve des fois absolument bizarres et impressionnantes. Et elles peuvent le faire parce qu'elles sont capables d'effectuer des transformations biochimiques très originales que nous, on ne sait pas faire. Et c'est en partie à cause de ça que les bactéries sont importantes pour les applications industrielles et aussi très importantes pour, dans l'agroalimentaire. Tout ce qui est fermentation lactique, production de fromage, production de yaourt, des choses comme ça, les bactéries sont essentielles. Et c'est grâce à leur biochimie qui leur permet d'être utiles pour nous. Alors, une autre raison pour laquelle les bactéries sont importantes à étudier, c'est qu'elles sont responsables d'un grand nombre d'infections, de maladies et de morbidité et de mortalité au niveau mondial. Donc, ce sont des pathogènes importants. Mais l'immense majorité de bactéries qui vivent sur nous ou en association à nos muqueuses sont parfaitement inoffensives et même essentielles à notre organisme. Et donc, on est toujours en train juste d'apprendre à quel point le microbiote humain contribue à notre bien-être, à la résistance à d'autres infections et à d'autres aspects de la santé. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et dernière chose, c'est que les bactéries sont des organismes vivants les plus simples et elles ont toujours été utilisées comme des organismes modèles pour étudier et comprendre les processus fondamentaux de la biologie et de la biologie moléculaire, c'est-à-dire la réplication de l'ADN, la transcription, la traduction. Donc tout ce que l'on sait en biologie moléculaire a d'abord été identifié chez les bactéries. Alors, donc ça aussi, c'est... Donc, on va s'attaquer à ce premier cours sur les structures de la cellule bactérienne. Mais avant de commencer, on va... j'ai dit ça, mais...
Mais donc je vais encore vous proposer un petit rappel de l'année dernière. Excusez-moi une seconde, je vais changer le diapo là pour enlever la ligne. Donc, un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je démarre la question. Et je peux vous dire que je suis très très fier de ces lignes en zigzag. Attends, mais qu'est-ce que... Elle est partie là? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, je suis en là comme un débile à regarder mon truc là. Qu'est-ce que c'est? Ah, désolé. C'est fou ça. Ok, on a eu pas mal de votes, donc on va regarder ça. Attends, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors, on va commencer par le dernier. 4, c'est une bicouche lipidique. Oui, c'est correct. Okay, mes deux lignes parallèles, c'est censé représenter une bicouche lipidique. Et donc B, effectivement, c'est une porine, c'est une protéine transmembranaire qui permet aux petites molécules hydrophiles de traverser la bicouche lipidique qui est hydrophobe. Donc B, effectivement, c'est une porine et C est une bicouche lipidique. Alors, si on regarde bien là, on a une bicouche lipidique ici, une autre qui est là. Donc on a, ça c'est la membrane plasmique, ça c'est la membrane externe. Et donc ça, c'est l'enveloppe, cela représente l'enveloppe d'une bactérie à grand moins. Okay. Membrane externe, c'est une bactérie à grand moins. Et ce que l'on a, la ligne bleue épaisse ici, ça pourrait être la LPS, mais ce n'est pas la LPS. Ce qui est juste au-dessus de la membrane plasmique, c'est la paroi qui est dans un polymère qui s'appelle le peptidoglycane. Et la LPS, c'est plutôt ça, mais ligne en zigzag. D'accord? Donc ça, c'est la LPS, ça, c'est le peptidoglycane. Et une membrane d'une bactérie à grand moins ressemble à ça. D'accord? Donc ça, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le cours de L1 et il y avait ça. Mais c'est vrai que
on ne retient pas tout plusieurs mois après. Ok, donc aussi pour un sorte de rappel, sur un schéma très très simplifié, on peut résumer les différentes structures de la cellule bactérienne comme ceci. Donc, à l'intérieur, on a notre cytoplasme bactérien. Ici, en rouge, c'est le chromosome bactérien associé à des protéines, ce qu'on appelle la nucléoïde. Et l'ADN est directement en contact avec le cytoplasme. À l'intérieur, on n'a pas vraiment d'organites, mais on a de temps en temps des corps d'inclusion, qui sont des sortes d'organites de stockage de nutriments chez les bactéries. Et ça commence à être plus varié et plus complexe quand on arrive à l'enveloppe bactérienne et ce qui se trouve à l'extérieur de la cellule bactérienne. Donc, toutes les eubactéries ont une membrane plasmique et une paroi en peptidoglycane. Et les bactéries à grand moins sont dotées également d'une membrane externe. Et ensuite, chez les bactéries à grand moins et les bactéries à grand plus, on a des éléments facultatifs, qui sont par exemple la capsule qui n'est pas présente chez toutes les bactéries, les Fimbriae ou les pili, qui sont des sutures filamenteuses à l'extérieur de la bactérie, et les flagelles qui sont plus grosses, qui sont nécessaires pour la motilité des bactéries en milieu liquide. Donc ce que l'on va faire, c'est passer en revue ces structures de la cellule bactérienne. On va passer minimum 1 heure sur ça. Et on va regarder en pas mal de détails les structures à l'extérieur de la cellule bactérienne et ensuite des structures à l'intérieur de la cellule bactérienne qui sont plus simples. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller aussi loin que je peux dans les structures externes. Et on verra si on arrive aux structures internes. Donc, ce qu'est l'objectif, pour moi en tout cas, pour toutes ces structures, en tout cas les structures extérieures, c'est pour vous de comprendre leur fonction, à quoi ça sert aux bactéries de posséder ces structures, la structure moléculaire de tel ou tel la capsule, les Fimbriae, les pili, c'est quoi leur fonction, et en quelque sorte, la structure moléculaire, et quel est le lien entre la structure moléculaire et la fonction de la composante. C'est vraiment ça qui va nous permettre de comprendre des choses chez les bactéries. Donc il y a ces trois choses-là à comprendre bien. Et pour certaines de ces structures, elles sont utiles pour l'identification des bactéries. Donc ça aussi, il faut connaître ça. Ok, donc on va d'abord faire un petit rappel sur l'organisation générale de l'enveloppe chez les bactéries à grand moins et chez les bactéries à gramme plus. Donc, illustré ici, ce sont deux clichés de microscopie électronique à partir de la membrane externe, la membrane plasmique et l'enveloppe d'une bactérie à gramme plus et d'une bactérie à gramme moins. Donc ça, c'est le cliché en microscopie électronique. Et là, on a le schéma. Donc chez les bactéries à gramme plus, on a une membrane plasmique suivie directement par une couche épaisse de peptidoglycane. Pas de membrane externe. Chez les bactéries à gramme moins, on a la membrane plasmique, une couche mince de peptidoglycane que l'on peut apercevoir ici, et une membrane externe. Donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale, différence de base entre les bactéries à gramme plus et les bactéries à gramme moins. Et au cours des TP, tout le monde va faire des colorations de grammes à gogo jusqu'à ce que tout le monde le maîtrise parfaitement. Et la coloration de grammes, c'est quelque chose pas tellement utilisé dans les laboratoires
de microbiologie de routine, mais toujours quelque chose qui nous donne une information intéressante sur la paroi ou sur l'enveloppe de la bactérie. Alors, la première étape de la coloration de Gram, c'est une coloration au violet de gentiane, crystal violet, tel que c'est écrit dans la diapositive ici. Ensuite, on traite les bactéries avec de l'iode qui va former des cristaux avec le violet de gentiane qui vont rester à l'intérieur de la cellule bactérienne. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est on va laver les bactéries coloriées avec de l'alcool et l'alcool va dissoudre la membrane externe des bactéries à grand moins et donc laver et éliminer le colorant spécifiquement chez les bactéries à grand moins. Tandis que les bactéries à grand plus, qui sont dotées d'une paroi épaisse, vont retenir mieux le colorant. Donc à cette étape-là, les bactéries à grand plus restent coloriées en mauve, les bactéries à grand moins sont invisibles. Et à la dernière étape, il faut rajouter un contre-colorant qui est de couleur rose, ce qui permet de revisualiser des bactéries à grand moins. Et donc, l'immense majorité des eubactéries peuvent être coloriées avec ce protocole. Et on peut distinguer les bactéries à grand moins et les à grand plus avec ce protocole. Donc, il y a des exceptions, notamment chez les mycobactéries, comme le Mycobacterium tuberculosis, pathogène très important. L'organisation de l'enveloppe, c'est très différent et la coloration de Gram ne fonctionne pas correctement. Pareil, chez les archéobactéries, l'organisation de l'enveloppe, ce n'est pas la même chose. Et pour la grande majorité des eubactéries, la classification de Gram nous dit quelque chose sur l'organisation de l'enveloppe. Alors, si on regarde, on a un peu plus de détails. Chez les bactéries à Gram plus, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve la membrane plasmique, un espace périplasmique qui est l'espace entre la membrane plasmique et la paroi en peptidoglycane, une couche épaisse de peptidoglycane associée avec des polymères que l'on appelle l'acide théicoïque et l'acide lipothéicoïque qui est encastré dans la membrane plasmique des bactéries à Gram plus. Donc, les acides théicoïques et lipothéicoïques sont des longues polymères linéaires composés de glycérol ou de ribitol phosphate avec un groupement R qui peut être par exemple du glucose, alanine ou un autre acide aminé ou un autre sucre. Donc la fonction de cet acide théicoïque, c'est quoi? Ben, il fait une sorte de lien entre les différentes couches de peptidoglycane. Parce que la paroi en peptidoglycane, c'est très très épaisse chez les bactéries à Gram plus. Et donc, il faut un autre type de polymère pour essayer de lier les différentes couches ensemble. Comme ça reste compact et intègre. Et néanmoins, relativement simple comme structure. Chez les bactéries à grand moins, on a quelque chose de plus complexe. On a notre membrane plasmique ici, le périplasme, une couche mince de peptidoglycane et ensuite une membrane externe. Alors, notre membrane externe, on a les porines qui sont encastrées, qui permettent le transfert de molécules solubles hydrophiles à travers la membrane externe. Alors, on a aussi dans la membrane externe ce truc-là qui s'appelle la lipoprotéine de Brown. Alors, la lipoprotéine de Brown est associée au feuillet interne de la membrane externe. Et la partie protéique crée des contacts avec la couche de peptidoglycane. Et sa fonction est de maintenir
la membrane externe associée à la couche de peptidoglycane. Donc ça les colle ensemble. Sinon, la membrane externe peut s'en aller. Alors, l'autre chose qui est particulière à propos de la membrane externe des bactéries à grand moins, c'est que le feuillet externe de la membrane externe n'est pas composé d'une phospholipide normale telle que nous avons dans nos membranes plasmiques, mais c'est composé d'une autre molécule qu'on appelle la lipopolysaccharide, la LPS. Toutes les bactéries à grand moins possèdent de la LPS. Donc, ces structures-là sont essentielles. Okay? LPS, porine, lipoprotéine de Brown, toutes les bactéries à grand moins les ont parce qu'elles sont essentielles. Alors, on peut se demander, mais pourquoi les bactéries à grand plus n'ont pas besoin de porine? Mais c'est parce que le peptidoglycane, même si c'est une couche qui est physiquement très robuste, elle est perméable aux petites molécules solubles. D'accord? Donc, on n'a pas de barrière à la diffusion des molécules de glucose, d'acide aminé, qui est constituée par la paroi chez les bactéries à grand plus. Donc, les petites molécules peuvent diffuser librement à travers le peptidoglycane. OK. Peptidoglycane, c'est quoi? C'est la molécule ou le polymère peut-être plutôt, qui constitue la paroi. Et la paroi, c'est la structure rigide qui est juste à l'extérieur de la membrane plasmique. Elle est essentielle pour les bactéries parce qu'elle protège contre la pression osmotique et maintient la structure rigide de la cellule bactérienne. Alors, c'est une structure qui est essentielle pour les eubactéries et à ce titre, c'est la cible de certaines molécules qui agissent contre les bactéries. Donc la lysozyme, c'est une enzyme exprimée par tous les animaux, tous les animaux, je pense en tout cas, qui dégrade spécifiquement les ponts entre les molécules de sucre qui forment la chaîne de peptidoglycane. La voie de biosynthèse du peptidoglycane, c'est également la cible de différentes familles d'antibiotiques, dont les bêta-lactamines, telles que la pénicilline. Alors, encore une fois, on a quelques exceptions. Donc, chez les archéobactéries, la paroi est une structure essentielle, mais elles font des choses, elles ont des structures qui ont la même fonction, mais elles ne sont pas constituées de peptidoglycane. Donc le peptidoglycane, c'est un polymère spécifique des eubactéries. Une autre exception, mais vraiment très exceptionnelle, c'est l'absence de peptidoglycane chez les mycoplasmes, qui sont des eubactéries. Et donc, on peut se demander, mais comment elles font pour vivre, ces bactéries? Parce que je viens de dire que c'est une structure essentielle et que les bactéries ne peuvent pas survivre sans. Mais les mycoplasmes ont un mode de vie tout à fait exceptionnel. Ce sont des bactéries qui sont des parasites obligatoires des cellules eucaryotes. Et donc, les mycoplasmes vont extraire le cholestérol de nos membranes pour les intégrer dans leur membrane, et donc la membrane d'une bactérie de mycoplasme est un peu plus rigide que la membrane plasmique des autres eubactéries. Donc elles ont évolué pour être parasitaires, pour piquer notre cholestérol, pour rigidifier leur membrane. Et c'est pour ça que ces bactéries, les mycoplasmes, sont totalement résistantes à tout ce type d'antibiotiques, par exemple. OK, donc c'est quoi exactement le peptidoglycane? D'ailleurs aussi appelé muréine des fois. Donc le peptidoglycane, c'est
une sorte de code de maille pour une cellule bactérienne. Et cette code de maille est constituée de longs filaments de deux sucres modifiés qui sont le N-acétylglucosamine, qu'on va appeler le NAG, NAG, et l'acide N-acétylmuramique, qu'on va appeler le NAM, NAM. Et donc on a ces longs filaments, NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, etc. D'accord ? Donc, en plus de ça, on a 4 acides aminés, une tétrapeptide, qui sont attachés sur l'acide muramique N-acétyl. La partie NAM est associée à un tétrapeptide. Et ces tétrapeptides sont liés entre eux. Et ça, c'est absolument essentiel pour la solidité de cette structure moléculaire. Si on a juste des filaments linéaires de NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, on a quoi? On a un faisceau de filaments et ça ne va pas résister à un stress osmotique parce que les filaments vont juste exploser. Donc, si on veut avoir quelque chose qui reste attaché, il faut coller les filaments entre eux. Et ça, c'est le rôle de nos tétrapeptides qui sont liés entre eux. Alors, le tétrapeptide, c'est un truc un peu spécial. Donc, on a en position 1 la L-alanine, en position 2 la D-glutamine, en position 3, la plupart du temps, on a un acide aminé qui s'appelle l'acide diaminopimélique, le DAP, et en position 4, on a la D-alanine. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Ah non, ok. Donc, là encore, il y a quelques différences entre le peptidoglycane chez les bactéries à gramme plus et les bactéries à gramme moins. Chez les bactéries à gramme moins, la plupart du temps, on trouve le DAP en position 3 de ce tétrapeptide et les liens interpeptidiques sont directs. On a le groupement carboxylate en C-terminal de notre D-alanine qui est fixé sur un groupement amine que l'on retrouve en chaîne latérale de notre DAP. Donc on a une sorte de pont pseudopeptidique ici. Tandis que chez un bon nombre de bactéries à gramme plus, ces ponts peptidiques ne sont pas directs. On a une séquence de 5 glycines qui font le pontage entre les couches de peptidoglycane. Ça, c'est logique, parce que la couche de peptidoglycane est plutôt mince chez les bactéries à grand moins. Donc, les ponts peptidiques n'ont pas une grande distance à traverser, tandis que chez les bactéries à grand plus, le peptidoglycane, c'est très épais, et donc les ponts interpeptidiques doivent traverser une plus grande distance. C'est pour ça qu'on voit cette différence. Mais une autre différence, c'est que souvent, chez les bactéries à gramme plus, on n'a pas de DAP, mais on a la L-lysine. Et ce qui est important dans les deux cas, c'est que ces deux acides aminés, le DAP et la lysine, ont un groupement amine libre sur la chaîne latérale. Tout le monde est OK là avec mes acides aminés là? Un acide aminé, on a un groupe carboxylate, un groupe amine, ça c'est le alpha-carbone, et ça c'est ma chaîne latérale. Donc j'ai un groupement amine libre ici pour faire un pont peptidique avec un groupement carboxylate en C-terminal de mon D-alanine. Et pareil, ici j'ai la même chose sur le DAP. OK. Ah, attends, mais j'ai encore cette ligne là qui m'embête. Je vais corriger ça. Je peux pas me le faire. Ah, bizarrement, je ne peux pas changer. OK.
Attends. Je vais essayer de le mettre un peu... Ah, ça, c'est tout à fait curieux. Je ne peux rien faire. Ok, vous allez voir si vous arrivez à le flasher, ça. Ça va, vous arrivez à lire le QR code malgré la ligne là et les trucs? Il marche pas? Non, il marche pas. Attends. Donc, je vais essayer de bouger, mais bizarrement, il me laisse rien faire là. Oh là là, énorme bug là. Oula, j'aime pas ça du tout là. Donc, quand je quitte le mode présentateur là, il est en train de, il me laisse pas modifier le moindre truc sur le diapo. Là. Je sais pas pourquoi. Tac. Ok. Bon bah, ok, sur le lien, si tout le monde peut réfléchir à ces questions-là, vous discutez avec les voisins, et quand vous êtes prêts, on va faire un vote à main levée. D'accord? Ah si, ça marche, il y en a qui arrivent. Ok, tout le monde est prêt à voter là? On va voir. Ok, entre le 1 et le 2, un de ces deux-là est correct et l'autre est fausse comme proposition. Alors, qu'est-ce qui est bizarre? Les acides aminés D ou les acides aminés L? Qui dit? Ah, c'est les D qui sont bizarres. Qui dit? Non, c'est les L qui sont bizarres. Ah, la plupart des mains levées sont pour les L. C'est faux. Dans les protéines, on a des acides aminés de chiralité L. Donc, le fait qu'on trouve les acides aminés D, ça nous dit que ben, ce n'est pas synthétisé sur le ribosome, ces trucs-là. Il doit y avoir une autre façon pour produire ces tétrapeptides. Donc, les acides aminés D, c'est inhabituel. Alors, le 3, qui dit le DAP, ce truc-là, c'est bizarre.
Ouais, c'est bizarre, ça ne fait pas partie des 20 acides aminés qu'on connaît, c'est pas l'alanine, la glutamine, tout ça là. Le DAP, on trouve uniquement chez les bactéries, dans le peptidoglycane. On ne trouve pas ailleurs. Et 4, ben non, c'était pas ça, ça c'était juste un truc pour vous induire en erreur. Donc, le tétrapeptide, c'est un peu curieux, d'accord? C'est pas comme les acides aminés dans une protéine. On a les acides aminés de chiralité D et on a ce truc-là de DAP. Alors, tout ça juste pour dire que le tétrapeptide, il n'est pas synthétisé sur le ribosome. Alors, synthèse de peptidoglycane. Là, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Et le problème pour les bactéries, c'est comment synthétiser un polymère à l'extérieur de la cellule bactérienne. Parce qu'en général, ce type de réaction de polymérisation dans le métabolisme d'une cellule sont endergoniques, c'est-à-dire ça coûte de l'énergie. Et donc, pour effectuer ces réactions de polymérisation, il faut mettre de l'énergie pour que ça marche. Et en général, dans la cellule, qu'est-ce qu'on utilise pour l'énergie? Non, la molécule qui fournit l'énergie à une réaction biochimique dans la cellule. ATP, l'ATP, ok? Mais est-ce qu'on a de l'ATP à l'extérieur de la cellule, la bactérie? Non, on a de l'ATP à l'intérieur de la bactérie. Mais à l'extérieur, on n'a rien. Et donc, c'est un problème. Comment on fait pour polymériser quelque chose à l'extérieur de la cellule bactérienne? C'est un vrai problème, ça. Et la solution à ce problème est vraiment astucieuse. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va synthétiser les sous-unités qui sont répétées, c'est-à-dire notre dimère NAG-NAM, mais cette fois-ci associé non pas avec un tétrapeptide, mais un pentapeptide dans le cytoplasme. Donc, on va faire la synthèse de sous-unités répétées dans le cytoplasme. Ensuite, on va le transporter dans le péritlasme. Et après, on va faire deux choses. On va effectuer une réaction de transglycosidation pour ajouter notre dimère NAMNAG à la chaîne de NAMNAG, 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 NAMNAG qui existe déjà. Et on va former les ponts peptidiques par une activité de transpeptidase. Et comme vous allez voir, on va essayer de comprendre que en réalité, ça ne va pas coûter de l'énergie à l'extérieur de la bactérie. Parce qu'on va couper un pont chimique qui libère de l'énergie et dans la même réaction, on va faire un nouveau pont. Alors, un autre problème pour les bactéries, c'est lorsqu'une bactérie est en train de pousser, elle devient de plus en plus grosse, il ne faut pas que notre peptidoglycane soit totalement rigide, parce que le peptidoglycane, c'est un polymère extrêmement robuste, mais pour pousser, la bactérie a besoin de la liser un petit peu, pour pouvoir ajouter des monomères pour que notre polymère puisse s'agrandir. Donc, lorsque des bactéries sont en train de croître, on a des enzymes exprimées par la bactérie qu'on appelle des autolysines qui sont en train de dégrader le peptidoglycane en même temps qu'elle est en train de rajouter de nouveaux sous-unités. Et c'est pour ça que les antibiotiques qui ciblent la synthèse de peptidoglycane et notamment cette étape de transpeptidase sont des antibiotiques bactériocides. Donc les pénicillines, les céphalosporines, la vancomycine vont inhiber cette étape de transpeptidase. Et normalement, on se dit, oui, mais enfin, ça va juste empêcher la bactérie de pousser. Ça va juste être bactériostatique. Non, c'est pas ça, parce qu'une bactérie qui pousse est en train de un petit peu casser sa propre paroi en peptidoglycane de façon à pouvoir rajouter des briques pour s'agrandir. Donc, si on traite une bactérie qui pousse avec des inhibiteurs de cette étape-là, des pénicillines, en fait, ça va avoir un effet bactériocide. OK, donc, on va regarder les différentes étapes. Donc, première étape, on synthétise
les sous-unités répétées dans les cytosols, là où on a de l'énergie métabolique. D'accord? Donc, on essaie de faire le maximum à l'intérieur de la bactérie. Alors, la première étape, c'est de synthétiser ou d'ajouter 5 acides aminés, un pentapeptide, sur l'acide muramique N-acétyl. Donc, un des trucs à retenir, c'est où va le tétrapeptide, le pentapeptide. Est-ce que ça va sur le NAM? Est-ce que ça va sur le NAG? Ça va sur le NAM, parce que c'est l'acide N-acétylmuramique. Et l'acide, c'est un groupement carboxylate. Et ce groupement carboxylate, c'est une molécule de lactate qui est greffée ici sur le N-acétylmuramique acide, qui a une sorte de modification, le glucose. Modification de glucosamine pour être plus précise. Donc on a un groupement de lactate avec un groupement carboxylate et c'est là où on va rajouter des peptides. Okay? On ne peut pas la rajouter sur le NAG. Les peptides, pentapeptides, ça va sur le NAG. Et cet acide N-acétylmuramique est couplé à l'uridine diphosphate et une enzyme va le transférer sur le bactoprénol, qui est une molécule qui est une phospholipide avec le groupement phosphate à l'intérieur de la cellule bactérienne sur la face cytoplasmique, cytosolique. Et donc, après avoir collé ces deux molécules ensemble, on a notre NAM pentapeptide collé via deux groupements phosphate à notre bactoprénol. Donc, le nom pour cette structure-là, c'est le lipide 1. Et la dernière étape, c'est qu'on va rajouter l'N-acétylglucosamine sur cette structure bactoprénol, PP, NAM, pentapeptide. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lipide 2. Donc ça, c'est notre sous-unité répétée, c'est tout prêt. On a fini pour la partie intracytoplasmique. Alors, ce qui se passe par la suite, c'est qu'une enzyme qui est dans la membrane plasmique de la bactérie va prendre toute notre lipide 2 et il va la retourner dans la membrane. Donc, la partie NAM-NAG pentapeptide se retrouve au péritlasme. Ça, c'est bon, c'est le bon endroit. C'est là où on a le peptidoglycane. Alors, que se passe-t-il? Deux choses. Première chose, la transglycosidation. Donc, on a une transglycosidase qui va prendre en charge notre NAM-NAG et il va la rajouter à un groupement N-acétylglucosamine qui est libre sur une chaîne de NAM-NAG, NAM-NAG, NAG-NAG, NAM-NAG dans le peptidoglycane. Notre transglycosidase va faire ça. Alors ça ne coûte pas d'énergie. Pourquoi? Parce que on coupe une liaison entre ce groupement phosphate et notre groupement hydroxyle sur la position 4 de notre... Est-ce que ça c'est position 1? C'est plutôt la position 1, notre N-acétylmuramique acide. Attends. Oui, sur la position 1. Donc on coupe un pont chimique et on crée un autre pont chimique. Donc c'est neutre, d'accord? Et l'énergie de ce pont phosphate, elle venait d'où à l'origine? Elle venait de cette étape-là, d'accord? Donc ici, notre uridine diphosphate, il va faire UMP après. Donc on a dépensé une molécule de UDP pour créer ce pont phosphate et l'énergie qui est stockée dans ce pont, il va être utilisé pour pousser la réaction de transglycosidation. D'accord? Donc c'est pour ça que ça marche. Alors, ce qui va se passer, c'est que le bactoprénol pyrophosphate sera recyclé, retourné dans la membrane pour être disponible pour un prochain tour pour transporter pour fabriquer le lipide 1 et puis le lipide 2. Et la dernière étape, c'est l'étape de transpeptidation. Et on a la transpeptidase qui va fabriquer un pont peptidique entre le groupement amine qui est libre sur la chaîne latérale, soit de notre lysine ou de notre DAP, qui est en position 3 de notre tétrapeptide,
Et là encore, c'est quelque chose, normalement, il faut mettre de l'énergie métabolique pour former un pont peptidique. Dans les ribosomes, c'est la GTP qui pousse cette réaction. Mais ici, on peut s'en sortir parce que ce qu'on va faire, la transpeptidase, c'est qu'elle va en même temps casser ce pont peptidique entre le 4e acide aminé et le 5e acide aminé dans le pentapeptide. Donc on va casser ce pont peptidique et on va créer un autre. Et on va libérer la déalanine qui sera réimportée dans la bactérie. Et donc c'est pour ça que les bactéries fabriquent des sous-unités répétées avec NAG, NAM, pentapeptide et pas un tétrapeptide à l'intérieur de la bactérie. Le 5e acide aminé dans le pentapeptide, c'est l'énergie qui est dans le pont peptidique qui relie le 4e ou 5e acide aminé qui permet de faire tourner cette réaction-là à l'extérieur de la bactérie. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire une biosynthèse à l'extérieur de la cellule bactérienne. Ok, là ça va marcher, non? Normalement. Donc je vais vous poser cette question-là pour voir si vous avez compris un peu le processus. Attends, il faut que j'ouvre la question. Ok, on va regarder ce que vous avez envoyé. Donc là-dedans, il y a 2 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses. Une des bonnes réponses, c'est la réponse 4, transpeptidase qui ne fixe pas l'antibiotique. Donc elle deviendra résistante à l'antibiotique. Donc c'est vrai ça. Donc les bêta-lactamines inhibent la transpeptidase. Donc ça, c'est un mécanisme de résistance possible. 3, c'est faux. 3 et 4 ne peuvent pas être vrais tous les deux. Donc, les bêta-lactamines inhibent l'activité de transpeptidase, pas la transglycosidase. Donc, 3 est fausse, 4 est correct. Entre le 1 et 2, 1, oui, ça c'est aussi vrai. Les bactéries résistantes souvent expriment des bêta-lactamases qui détruisent des antibiotiques. Tandis que là, on veut se passer de notre paroi en peptidoglycane, impossible. Pour l'immense majorité des bactéries, ce n'est pas une possibilité. Ça. On ne peut pas vivre sans peptidoglycane chez les eubactéries. C'est bien une composante obligatoire de l'enveloppe bactérienne. Ok, donc ça c'est peptidoglycane, sa structure, sa fonction et comment on synthétise ce polymère à l'extérieur de la cellule. Alors, le prochain polymère qui va nous intéresser, c'est la LPS que l'on retrouve spécifiquement chez les bactéries à Gram-. Donc la LPS se situe
et constitue même le feuillet externe de la membrane externe des bactéries à grand moins. Donc, lipopolysaccharide, il y a une partie lipidique et il y a une partie glycanique. D'accord? Donc, la partie lipidique, c'est ici. C'est ce qu'on appelle la lipide A, avec 6 chaînes d'acides gras, associée à une partie glycanique qui est à l'extérieur de la bactérie. Et dans la partie glycanique, on a ce qu'on appelle l'oligosaccharide de cœur ou de corps, avec ici une dizaine de sucres différents, certains un peu bizarres, comme le heptulose ou le KDO, qui ne sont pas des sucres qu'on trouve ailleurs. Ici, on commence à avoir des choses plus raisonnables, comme le glucose et la galactose. Et ensuite, la partie distale de la molécule, qui est plus vers l'extérieur de la bactérie, est composée de motifs glycaniques répétés de 3 orbits de sucre qui sont répétés 10 à 40 fois. Donc, on a une partie qui est polysaccharidique avec ces motifs répétés qui sont la partie polysaccharide. Alors, quelle est la fonction de la LPS pour les bactéries à grand moins? C'est une couche protectrice qui protège contre des attaques chimiques principalement. Des sels biliaires pour les bactéries qui vivent dans notre intestin, contre les détergents et contre certains antibiotiques. Alors, c'est aussi une molécule qui est conservée chez les bactéries à grand moins, qui est reconnue par des éléments de notre système immunitaire. Donc, lorsqu'on a une infection aux bactéries à grand moins, on va détecter la présence de la lipopolysaccharide, la LPS, et ça va induire de la fièvre, la diarrhée ou, dans les pires des cas, un choc septique. C'est pour ça qu'on appelle la LPS également l'endotoxine. Endotoxine, pourquoi? Parce que ça fait partie intrinsèque de la cellule bactérienne. Ce n'est pas quelque chose qui est sécrété par la bactérie pour nous faire du mal. Mais ça a un effet toxique sur nous, c'est ce qu'on appelle l'endotoxine. Alors, ces motifs répétés, glycaniques, c'est ce qu'on appelle aussi l'antigène O, qui est utilisé dans l'identification de différentes souches de bactéries par sérotypage. Alors, pourquoi c'est utile? Parce que lorsqu'on passe de la partie lipidique jusqu'aux parties des motifs glycaniques, on a une molécule qui devient de moins en moins conservée chez différentes souches de bactéries. La partie à la base, la lipide A, très fortement conservée chez toutes les bactéries à grand moins. C'est la même structure. Et c'est cette partie-là qui va démarrer la fièvre, etc. Okay? C'est la partie conservée de la molécule qui est reconnue par notre système immunitaire inné. Ensuite, la partie du corps, ici. Normalement, les bactéries qui sont de la même famille ou du même genre, ça c'est conservé. Tandis que le corps supérieur, ça peut être variable entre différentes espèces de bactéries au sein d'un même genre. Sauf pour Escherichia coli, où on a 5 groupes de corps externes. Donc là, très fortement conservé, là, un petit peu moins conservé, là, généralement conservé une structure par espèce de bactérie. Mais lorsqu'on arrive ici, ces motifs glycaniques, ça c'est très très variable. Entre différentes souches de la même espèce de bactérie, on va avoir beaucoup de motifs très très différents, enfin légèrement différents. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour l'identification, parce qu'on peut distinguer deux souches de la même espèce de bactérie, parce que leurs antigènes O vont être différentes. Et que notre espèce de bactérie, notre souche de bactérie, elle va exprimer le même antigène O sur toute sa surface. Une souche de bactérie exprime un seul antigène O à la fois. Et d'ailleurs, ça ne change pas. OK, donc
comment font les bactéries pour synthétiser ces structures? C'est le même problème qu'avec le peptidoglycane. On a un polymère, un polysaccharide, qui est à l'extérieur de la bactérie. Donc, en quelque sorte, on a le même type de procédure parce qu'on a une partie qui est polysaccharidique. Et donc, bon, enfin, voilà. Donc on a un polymère basé de sucre qu'on veut fabriquer à l'extérieur de la cellule bactérienne. Et la LPS est synthétisée par un petit peu deux voies qui vont ensuite se rejoindre. L'antigène de corps est synthétisé sur la face cytosolique de la bactérie, associé à la lipida, et ensuite une enzyme va le retourner pour le mettre dans le péritasme, tandis que les sous-unités répétées vont être synthétisées sur un transporteur lipidique qui sera à nouveau retourné dans la membrane plasmique. Donc on le retrouve sur la face périplasmique. Ensuite, on a une activité de transglycosidase qui forme notre chaîne de répétition des motifs O. Et puis, une fois que c'est assez long, il va fonctionner 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à 40 fois. Ensuite, toute cette chaîne-là est transportée sur l'antigène corps, sur le lipida. Et puis, à la dernière étape, on a un complexe de protéines qui traversent la couche de peptidoglycane qui vont le transporter vers l'extérieur de la bactérie. Et cette étape-là nécessite l'utilisation de l'ATP dans le cytoplasme de la bactérie pour effectuer ce travail de transporter cette immense molécule. Alors, est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est que ce transporteur-là? Parce que j'avais dit, on fait à peu près la même chose que ce qu'on a fait avec le peptidoglycane. Donc, si on fait la même chose, on va utiliser les mêmes mécanismes moléculaires. Donc ça, c'est le bactoprénol. C'est la même molécule que ce qu'on en a vu pour la synthèse de peptidoglycane. Donc une fois qu'on a compris la synthèse de peptidoglycane, la LPS, c'est pas très différent. OK. Prochaine polymère à l'extérieur des bactéries, ce sont des antigènes polymères de capsule. Cette fois-ci, ce sont des polymères qui sont facultatifs, que l'on retrouve chez certaines bactéries à gramme plus et à bactéries à gramme moins. Mais ce n'est pas une composante essentielle pour la bactérie. Alors, on peut observer la présence d'une capsule en microscopie optique parce qu'on a une sorte de halo autour de notre bactérie lorsqu'on regarde en microscopie optique, mais on le voit très bien en microscopie électronique. Alors, la fonction de la capsule, c'est encore une fois un rôle protecteur. Donc, une protection contre à nouveau des insultes chimiques et d'empêche peut-être certains antibiotiques d'arriver jusqu'à la membrane bactérienne ou jusqu'à la couche de peptidoglycane. C'est une couche qui va bloquer l'attachement des bactériophages qui sont capables d'infecter, de tuer des bactéries. Et c'est aussi une protection contre le dessèchement, la dessiccation des cellules bactériennes. Donc, beaucoup de ces polymères capsulaires sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils retiennent de l'eau. Et donc, une bactérie qui va être isolée sur une surface, si la surface se dessèche, il n'y a plus d'eau, au lieu de mourir, la capsule va retenir un peu d'eau et maintenir la bactérie en vie. Et dernière fonction, c'est que l'antigène capsulaire empêche la phagocytose de la bactérie par des macrophages, des neutrophiles de notre système immunitaire. Donc l'antigène capsulaire, c'est souvent un facteur de virulence important pour les bactéries pathogènes. Alors, encore pour nous, les antigènes capsulaires peuvent être variables entre espèces de bactéries et entre différentes souches de la même espèce. Donc on peut les utiliser pour
identifier différentes souches de bactéries. Et donc, les antigènes capsulaires s'appellent l'antigène K, K pour capsule, en allemand. Alors, les capsules, c'est quoi? Ce sont des polymères glycaniques ou des fois polypeptidiques. Et alors, comment on fait pour synthétiser un antigène de capsule? On va synthétiser des motifs répétés sur le bactoprénol pyrophosphate à la face interne de la membrane plasmique. On va les retourner dans la membrane. Il y aura une activité de transglycosidation. Et ensuite, une fois que notre polymère est synthétisé dans le périplasme, on a une grande complexe protéique qui va l'exporter, le mettre à l'extérieur de la bactérie. Donc, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a déjà vu pour la LPS et pour le peptidoglycan. OK, donc j'ai 10 minutes et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire les pili et les Fimbriae et on reprendra à partir de là, c'est demain on se voit, c'est ça? Oui. OK. Fimbriae et pili. Donc, ce sont des sutures, des filamenteuses à l'extérieur des cellules bactériennes composées de protéines. OK, LPS, peptidoglycane, antigène de capsule. Jusque-là, on est chez les polysaccharides. Tandis que là, les pili, les Fimbriae, sont des filaments de protéines. Donc, on peut les deviner en microscopie électronique. Ce sont tous ces petits corps filaments qui recouvrent notre bactérie ici. Donc, on peut avoir jusqu'à 1000 par cellule. Ils sont très très fins, 3 à 10 nanomètres de diamètre. Et leur fonction, c'est l'adhésion sur des surfaces ou sur des cellules hôtes, donc souvent des adhésines des bactéries pathogènes qui les permettent de se fixer sur l'épithélium, sont les pili. Certains pili sont capables de sécréter des protéines, notamment des facteurs de violence, et d'autres sont capables de permettre des bactéries de bouger sur une surface, ce qu'on appelle la motilité par glissement. Donc, plusieurs fonctions. Alors, l'autre type de pili, ce sont des pili de conjugaison ou F-pili, qui sont moins nombreuses, en général 1 ou 2 par cellule, un diamètre plus grand, et ce sont les pili qui sont essentiels pour les échanges génétiques entre bactéries par conjugaison. Et donc, les F-pili sont très intéressantes. Il y a une bactérie qui va être F+, qui va envoyer un pilus de conjugaison, qui va coller sur la bactérie voisine comme un harpon. Et ensuite, ce pilus de conjugaison se rétrécira. Donc, la bactérie qui a envoyé le pili va le retirer comme ça. Et les deux bactéries vont se retrouver collées l'une contre l'autre. Et c'est à ce moment-là que les échanges génétiques peuvent avoir lieu. Alors, un petit mot sur les termes Fimbriae et pili. Ce sont deux mots pour exactement les mêmes structures, parce que ces structures ont été décrites par un microbiologiste écossais qui leur a donné le nom Fimbriae, et à peu près en même temps, un microbiologiste américain qui les a nommés les pili. C'est la même chose. Mais pili, c'est plus court, c'est plus facile à retenir, donc je vais parler de pili. D'accord ? Alors, ce qui va être un petit peu problématique pour nous, c'est qu'on a différents types de pili avec différents types de fonctions. Et le classement de pili, c'est quelque chose, et leur classification, c'est quelque chose qui a été vu et revu plusieurs fois depuis 50 ou 60 ans. Alors, la première personne qui a proposé une classification, c'est M. Duguid. C'est l'Écossais qui avait identifié les Fimbriae. Et donc, lui, il les a étudiés et il a proposé une classification basée sur leurs caractéristiques biochimiques. Donc, il avait mis toutes ces pili-là capables de médier l'adhésion des bactéries dans différentes classes, pili de type 1, 2, 3, 4, en fonction un peu de leurs caractéristiques biochimiques.
et il a mis les pili chez Pseudomonas et Klebsiella sur des catégories différentes et les pili de conjugaison dans une autre classe. Alors ça a duré une dizaine d'années et M. Otto a dit non, il faut revoir ça parce que tout le monde trouvait d'autres choses, ça ne rentrait pas dans la classification, donc il a fallu reclasser tout ça. Donc Otto, il a mis classe 1, 2, 3, 4 du guide. Allez, on met tout ça ensemble. Ce sont des pili qui fonctionnent pour l'adhésion. Les pili de conjugaison, F, je vais les appeler, c'est mes pili de type 2. Et ensuite, je vais mettre les autres choses. On ne sait pas trop ce qu'elles font, mais c'est un peu différent. Mais les types de pili chez Pseudomonas et Vibrio, qui sont essentiels pour la motilité, il a donné le nom de type 4. Et finalement, ce que l'on a actuellement, c'est une classification qui est basée sur la structure et la voie de biosynthèse de ces différents types de pili. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur des différences fondamentales de structure entre ces différents types de pili et c'est pas prêt de changer. Donc, les types 1 de Otto, ça a été un peu divisé en deux en fonction de la structure précise du filament. On a sous-divisé les pili impliqués dans la sécrétion en type 3 et 4 en fonction de leur structure. Les pili de conjugaison redeviennent les F-pili. Et on a récemment découvert un 5e type, également impliqué dans l'adhésion. Et pili de type 4, impliqués dans la motilité, ont leur classe à part dans cette classification. Alors, de temps en temps, on a des choses qui restent à partir de cette toute première classification-là. Les pili de type 1 sont en effet font partie des pili de type CU impliqués dans l'adhésion. De temps en temps, on parle de pili de type 1 et de temps en temps, on dit pili de type CU, mais c'est un peu le même truc. Donc, tout ça parce que j'aime pas les trucs quand on dit oh là, c'est des pili de type 1, de type 4, machin, tout ça, comme si on avait tout compris ce que ça veut dire. Et lorsqu'on creuse un petit peu, on se trouve que c'est où le pili de type 2 alors? Pourquoi il n'existe pas? Donc, c'est comme ça parce qu'il y a cette historique qui est assez compliquée et confuse. Alors, ce que l'on va essayer de faire, nous, en 4 minutes, c'est de comprendre quels types de pili sont capables d'effectuer quel type de fonction. C'est ça qui est important. Et donc, c'est résumé sur cette diapositive un peu compliquée. Alors, les pili de type... Elle est où ma flèche? OK. CU et de Curly et de type 4 sont capables uniquement de l'adhésion. Pourquoi? Parce que ces structures-là sont toujours ancrées dans la membrane externe de la bactérie, chez une bactérie à grand moins. Donc, une fois que le filament est là, la bactérie ne peut pas contrôler ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas en contact avec le cytoplasme, là où la bactérie peut contrôler ce qui se passe. Donc, les pili CU, Curly et de type 5, pili de type 1 étant la même chose que pili de CU, leur fonction, c'est uniquement l'adhésion, parce qu'ils sont ancrés dans la membrane externe de la bactérie. Alors, les pili de type 3 et 4 sont des structures plus compliquées, avec des fonctions plus complexes. Donc, les pili de type 3 donc, sont composés d'une grande structure qui traverse la membrane plasmique, la couche de peptidoglycane et la membrane externe. Et le filament ici est un tube qui est creux, d'accord, qui est formé d'une protéine de filament qui fait une sorte de spirale en colimaçon. Donc on a un tube qui est creux qui peut être utilisé pour exporter des protéines qui passent à travers ce filament. Et pour la biosynthèse de pili de type 3, la protéine du filament
est également exporté à l'intérieur du tube. Il passe à l'intérieur. Lorsque la protéine de filament arrive à l'extérieur de la bactérie, elle se colle à l'extérieur et elle continue à fabriquer le filament. Et une fois que ces pili de type 3 de sécrétion sont fabriqués, ça y est, la bactérie ne peut pas les rétrécir parce que la polymérisation s'effectue à l'extérieur de la bactérie. Et ce qui se passe à l'extérieur, la bactérie ne peut pas tellement le faire et défaire à souhait. Alors, les pili de type 4 de sécrétion, à nouveau, grosse structure avec plusieurs protéines qui traversent la membrane plasmique, peptidoglycane et la membrane externe. On a un filament qui est creux, ça fait un tube. Donc, les protéines peuvent être sécrétées à travers ce tube, mais cette fois-ci, les protéines qui forment le filament sont ajoutées à la base. Et ça, c'est un processus qui est réversible. C'est-à-dire que la bactérie peut allonger un filament de sécrétion, un pilus de sécrétion de type 4 et le rétrécir. Donc ça vous rappelle quelque chose là? C'est le pili de conjugaison qui font ça. D'accord? Et les pili de conjugaison sont des pili de type 4 un peu spécialisés pour les transferts d'ADN. D'accord? Parce qu'elles ont cette capacité à la fois d'exporter quelque chose, d'exclure de la bactérie et d'être retiré dans la bactérie. Dernière chose, et puis on se quitte, pili de type 4 associés avec la motilité par glissement sont le même type de structure, mais cette fois-ci, le filament n'est pas creux, il n'exporte rien, mais son activité, c'est que le pilus de type 4 peut être envoyé loin de la bactérie, et puis ensuite, la bactérie va le retirer, et ça va le faire avancer sur une surface solide. D'accord? Donc, les fonctions des différents types de pili, c'est vraiment dépendant de leur structure. D'accord? Ok, donc je vous laisse, on s'arrête là, et puis on se revoit demain pour le merveillement des bactéries.